Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 août 2026 et notre cher ami le professeur Mehendi est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Bonjour Nima. Merci beaucoup de me recevoir à nouveau dans votre émission. C'est toujours un grand plaisir. Permettez-moi de commencer. C'est toujours un grand plaisir, professeur Mehendi. Et commençons par ce que nous avons entendu ces 4 derniers jours. J'ai parlé avec notre ami commun, Larry Johnson. Il pense que les États-Unis préparent une nouvelle vague d'attaques contre l'Iran. Dites-nous, quelle est la perception en Iran si les États-Unis veulent attaquer? L'attaque est-elle imminente? Que se passe-t-il dans l'esprit des Iraniens? Je pensais que vous alliez me poser une question sur ma chemise, parce que vous en parliez avec moi avant l'émission. Apparemment, certains de vos téléspectateurs disent qu'un tel ne porte qu'une seule chemise. Eh bien, je ne suis pas aussi coloré que Larry, mais je vous assure que ce n'est pas toujours la même chemise noire. Mais je la porte pour Muharram et Safar, comme vous le savez. D'habitude, je ne porte pas de noir. Mais mes fils portent des chemises noires pendant ces 2 mois, à l'Ashura, pour commémorer le martyre de l'imam Hussein. Puis, le 40e jour après son martyre, il y a l'Arbaïn. Certaines personnes portent du noir pendant toute cette période, ces 2 mois. Je ne l'avais jamais fait auparavant, mais mes fils le font depuis des années. Et cette année, ils m'ont convaincu de le faire. Dès que le mois de Safar commencera, et je vous assure que je porterai une autre chemise, pas celle que Larry m'a donnée, mais une autre chemise. Enfin bref, revenons au sujet. Votre émission parle généralement des chemises et des différents types de chemises que les gens portent. Eh bien, Larry, d'après ce que je comprends, Larry a raison. Les Iraniens disent que les Américains se sont préparés à une offensive. Cela ne veut pas forcément dire qu'elle aura lieu, mais il y a une forte possibilité que les États-Unis lancent une offensive dans les prochains jours. Une attaque majeure. Et il est tout à fait possible qu'elle soit menée avec les Israéliens. Les forces américaines au Koweït, en Arabie Saoudite, au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats et en Jordanie sont prêtes. Bien sûr, vous savez que beaucoup de ces forces ne sont pas sur leur base. Elles sont dans des hôtels, dans d'autres bâtiments et dans d'autres zones de ces pays, afin de pouvoir être dissimulées et protégées des missiles et des drones iraniens. Mais les navires de guerre américains sont prêts. Il pourrait donc y avoir une attaque contre l'Iran qui pourrait durer un certain temps. Personne ne le sait avec certitude. Les États-Unis pourraient faire marche arrière, mais ils se préparent à une attaque. Et ils ont acheminé des troupes supplémentaires, des munitions et des avions de combat pour cette attaque. Et bien sûr, en Israël aussi. Je veux dire, chaque fois que je parle des États-Unis, du régime américain et du régime israélien, on peut les interchanger. Mais on ne sait pas clairement si en cas d'attaque, le régime israélien y participera ou non. Quoi qu'il en soit, les Iraniens sont en état d'alerte maximale. Et comme nous le savons, les Iraniens ont dit très clairement que si des frappes étaient menées contre les infrastructures du pays, la réponse de l'Iran serait décisive. Elle détruirait les infrastructures du régime israélien, mais aussi les infrastructures saoudiennes, émiraties, koweïtiennes, bahreïniennes et qatariennes. Et elle démolirait ces pays si Trump mettait ces menaces à exécution. Et bien sûr, nous en avons déjà parlé à de nombreuses reprises. Cela provoquerait un effondrement de l'économie mondiale, car peu importerait alors que le détroit d'Ormuz soit ouvert ou non. Et dans ces circonstances, il n'y aura pas non plus de pétrole exporté depuis le Caucase. Donc vous savez, les Américains avancent vers une phase très très dangereuse. Et bien sûr, les États-Unis sont poussés par Netanyahou, le régime israélien et le lobby sioniste.
Ils doivent obtenir quelque chose avant les élections, ou du moins ils ressentent le besoin d'obtenir quelque chose avant les élections de fin octobre. Les élections en Israël sont, je crois, le 27 octobre, ou quelque chose comme ça. Et aux États-Unis, je crois que c'est le 3 novembre. Il existe aussi des plans alternatifs. Il a été dit que les alliés de Netanyahou vont commettre, enfin, pourraient commettre, des atrocités majeures en Cisjordanie afin de procéder à un nettoyage ethnique de la Cisjordanie et de faire partir les Palestiniens, comme lors de la création du régime israélien, quand ils ont expulsé les Palestiniens de leurs terres. Pour gagner l'élection, les alliés de Netanyahou pourraient commettre certaines, enfin, les atrocités en Cisjordanie dépassent l'entendement. Mais ils veulent aller plus loin, faire passer ça à un niveau supérieur dans les semaines qui viennent. Il faudra donc attendre de voir ce qui se passe. Les 2 mois et demi à venir vont être très très dangereux. Et bien sûr, pendant ce temps, le siège des ports iraniens se poursuit. Et l'Iran a de fait mis en place un contre-siège en maintenant fermé le détroit d'Ormuz. Avec le conflit entre le Yémen et l'Arabie saoudite, la situation mondiale va empirer de plus en plus, jusqu'à ce que les États-Unis soient finalement contraints de céder. Hier, nous avons appris que de nombreux responsables avaient été remplacés ou nommés en Iran. Mohsen Rezaei est devenu président du Conseil de sécurité nationale et Ahmad Vahidi a pris la tête des gardiens de la révolution. Quel message cela envoie-t-il? Que se passe-t-il à l'intérieur de l'Iran et quelle est la principale raison de ces nouvelles nominations? Eh bien, certaines de ces personnes ne sont pas vraiment. Il n'y a pas eu de changement. Certaines étaient déjà aux commandes, mais leurs noms n'avaient pas été rendus publics pour des raisons de sécurité, en raison du risque de guerre. Mais je pense que le fait d'annoncer ces noms montre simplement que les Iraniens ont désormais beaucoup plus confiance dans la sécurité de leurs responsables en cas de guerre. Et vous savez, alors que certains disent que les États-Unis, que les Américains se préparent à la guerre, eh bien, les Iraniens aussi. Chaque jour qui passe, les Iraniens se préparent. Ils construisent davantage de missiles, davantage de drones. Ils étendent leurs bases de missiles souterraines. Ils développent leurs structures de commandement et de contrôle. Ils mettent au point de nouvelles technologies, de nouveaux missiles, de nouveaux drones. Et ils renforcent leur capacité à bloquer une offensive terrestre et à mener des opérations dans le détroit d'Ormuz, le golfe Persique et la péninsule arabique. Donc ces annonces sont, je pense, un signe de confiance dans leur position. Nous avons aussi vu que l'ayatollah Khamenei, l'ayatollah Saïd Mojtaba Khamenei, a eu une réunion de 17 heures avec le président Trump, ce qui, à mon avis, est très significatif. Une réunion de 7 ou 8 heures, c'est déjà assez difficile. C'est une réunion très très longue, mais je pense que cela montre simplement le degré de coordination qui existe. Cela montre aussi que la situation en Iran se normalise malgré la menace de guerre. Les noms des dirigeants militaires ont été annoncés. Le guide et le président tiennent des réunions régulières et ils sont pleinement coordonnés. Donc, je pense que tout cela montre que l'Iran est prêt pour la prochaine étape. Le changement le plus important, c'est que Mohsen Rezaei, le docteur Mohsen Rezaei, devient président du Conseil suprême de sécurité nationale. Je pense que c'est un signal indiquant que l'Iran va se montrer plus ferme face au régime Trump. Et puis le dernier jour du mandat du précédent président du Conseil suprême de sécurité nationale, à la tête du Conseil, il a publié une déclaration, comme nous le savons tous. Il y disait que le seul moyen d'avoir la paix avec les États-Unis, c'est que certaines conditions soient remplies. Certaines personnes disent que c'est différent du protocole d'accord, mais ce n'est pas le cas. En revanche, cela dit que le protocole d'accord doit être pleinement mis en œuvre.
Et c'est une approche maximaliste du protocole d'accord. Par exemple, dans le protocole d'accord, l'article 1er parle du Liban et des alliés régionaux, n'est-ce pas? Mais ici, dans cette lettre, il est question de tous les fronts. All fronts. Ils appellent ça tous les fronts. Oui, sur tous les fronts. Dans cette lettre du président sortant du Conseil suprême de sécurité nationale, la Palestine est mentionnée explicitement, le Yémen aussi, et l'Irak aux côtés du Liban. Et il ne s'agit même pas de Gaza, mais de la Palestine. C'est quelque chose que j'ai dit à plusieurs reprises dans votre émission. Dans le protocole d'accord, Gaza est incluse. Et le docteur Kalibaf, le négociateur en chef, l'a dit à plusieurs délégations palestiniennes, ainsi qu'aux dirigeants palestiniens, le chef du Hamas, avec qui il s'est entretenu au téléphone. Mais il a été clairement établi que sans la fin du génocide à Gaza, sans la fin de la guerre contre le peuple palestinien, cela ne prendra pas fin. Certains pourraient dire, dans ce cas, il n'y aura pas d'accord. C'est une chose à laquelle les États-Unis devront réfléchir, parce qu'ils ne contrôlent pas le détroit d'Ormuz. Le président sortant, qui était, je pense, moins affirmé que le docteur Mohsen Rezaei, a fait une déclaration finale très dure, très sévère, très ferme. Mais je pense que la nomination du docteur Rezaei est un signe que l'Iran va se montrer plus affirmé. Cela va aussi renforcer le Conseil suprême de sécurité nationale, parce que c'est une personnalité de poids. Comme vous le savez, il est très connu dans le pays. Il dirigeait les gardiens lorsque Saddam Hussein a envahi l'Iran. C'est lui qui a essentiellement construit les gardiens. Il en a été le principal architecte. Il a pris les premières mesures pour créer son armée de l'air, ainsi que sa marine. Il a aussi été le commandant des gardiens de la Révolution, resté le plus longtemps en fonction. Il a un doctorat, je crois, en économie. J'aurais peut-être dû vérifier, mais je pense que c'est lié à l'économie. Il a été le vice-président chargé de l'économie du président Raisi. Et il a occupé toute une série de postes importants au cours des 47 dernières années. Et le Conseil suprême de sécurité nationale ne s'occupe pas seulement de la guerre. Il ne s'occupe pas seulement de sécurité. Il s'occupe de tout. Autrement dit, des questions sociales, des questions économiques, de la politique étrangère. Donc tous les sujets auxquels l'État doit faire face sont examinés au sein du Conseil suprême de sécurité nationale. Et une personnalité de premier plan doit être là pour coordonner le président, le chef du pouvoir judiciaire, le président du Parlement, les forces armées, les fondations d'État et les autres entités affiliées à l'État, afin qu'ils travaillent plus étroitement ensemble. C'est très important dans les circonstances actuelles, alors que le pays est en guerre. Donc, je pense que nous allons avoir un Conseil suprême de sécurité nationale plus fort, davantage de coordination entre les différentes composantes de l'État, et une position plus, disons, ferme à la table des négociations sur le champ de bataille lorsqu'il s'agit de faire face aux ennemis de l'Iran. Je pense que l'un de ses commentaires, en avril, était important. Il l'a fait lorsque le SNSC a été annoncé. Je parle de Mohsen Rezaei, le nouveau dirigeant de cette instance. En substance, il dit que face aux États-Unis, l'offensive serait la meilleure défense. Pensez-vous que, compte tenu de la manière dont les États-Unis se préparent aujourd'hui à attaquer l'Iran, vous avez dit qu'ils s'y préparaient, ils pourraient le faire. Nous ne savons pas s'ils vont attaquer ou non, mais quelle serait la réaction des Iraniens? Supposons qu'ils attaquent. Vont-ils agir comme auparavant dans le sud et l'ouest de l'Iran, en attaquant ces îles, ou vont-ils intensifier les choses? Ils pourraient frapper certaines cibles à Assalouieh, par exemple les installations pétrolières dans le sud de l'Iran. Quelle serait la réaction avec ce nouvel état d'esprit en Iran si cela se produisait?
Ce n'est pas clair. Nous ne savons pas. Parce que pendant la guerre de 40 jours, les États-Unis et le régime israélien ont bombardé des sites dans tout le pays. Dès le premier jour, ils ont bombardé des écoles. Ils ont bombardé un hôpital à Téhéran, qui est toujours fermé, l'hôpital Gandhi. Des usines pharmaceutiques, l'industrie sidérurgique. Ils ont aussi bombardé un complexe sportif, tuant beaucoup de jeunes filles qui jouaient au volleyball. Et pour cela, ils ont utilisé un nouveau missile. Mais pendant la guerre de 13 jours, après que les États-Unis ont violé le protocole d'accord et l'ont sapé, et que nous avons commencé la guerre, ils ont suivi un schéma différent. Les frappes visaient surtout des cibles dans la région du Golfe Persique, le détroit d'Ormuz. Ils ont tout de même bombardé des écoles et des hôpitaux. Je veux dire, l'hôpital d'Avaz, l'hôpital pour enfants atteints de cancer. Ils ont bombardé le complexe et l'hôpital évacué. Je ne sais pas si c'est encore vide ou non, mais ils ont détruit des centres de santé et des infrastructures publiques. Et ils ont tué beaucoup de gens dans leurs voitures, des familles. Sur l'île de Kish, ils ont bombardé une maison familiale, tuant un mari, sa femme, leur fille et leur fils, un garçon de 18 mois. 2 autres enfants ont été laissés orphelins, blessés, mais ils ont survécu. Mais le schéma était différent. Ils n'ont pas bombardé tout le pays. Donc, on ne sait pas clairement ce qui va se passer ensuite. Mais, et je pense que c'est très important, Nima, regardez l'Iran au cours des 2 dernières années. D'abord, ils ont commencé avec Promesse Vraie 1. Et dans Promesse Vraie 1, ils cherchaient à voir quelle capacité avait le régime israélien. Les Américains et les Israéliens ont gaspillé beaucoup de missiles de défense aérienne pour abattre des drones et des missiles iraniens. Lors de True Promise 2, les Iraniens sont devenus plus efficaces, tout en les obligeant aussi à gaspiller une grande partie de leur défense. Puis, à mesure que nous avancions, il y a eu la guerre de 12 jours, puis la guerre de 40 jours. Nous avons vu que les capacités iraniennes s'amélioraient de plus en plus. Et puis, pendant les 13 jours de combat, lorsque les États-Unis ont de nouveau attaqué l'Iran, après avoir fait voler en éclats le mémorandum d'entente, ils ont attaqué l'Iran pendant 13 jours. Au bout de 13 jours, ils ont arrêté. Mais l'Iran a continué d'attaquer pendant encore quelques jours. Les Iraniens se sont améliorés. Leur capacité était encore meilleure que pendant les 40 jours de combat. Donc l'Iran s'améliore constamment sur le champ de bataille. Ses capacités progressent. Et pendant que nous parlons, les Iraniens se préparent pour la prochaine phase. Donc, même si l'économie iranienne souffre manifestement avec l'inflation et les difficultés, les forces armées iraniennes sont mieux préparées que jamais. Si les États-Unis frappent, je pense que les dégâts que les Iraniens infligeront seront énormes. Mais la réponse iranienne dépendra de la nature des frappes américaines. Quoi qu'il en soit, les pays qui aident les États-Unis dans cette guerre d'agression, l'Arabie saoudite, la Jordanie, les Émirats, le Koweït, Bahreïn et ainsi de suite, ainsi qu'Oman, n'auront pas à se plaindre si l'Iran riposte. Parce qu'ils font partie de cette guerre. Et ce sont des alliés des États-Unis. Ils ont aidé les États-Unis et le régime israélien de toutes les manières possibles. Ils ont aidé le régime israélien parce que pendant la guerre de 40 jours, le territoire saoudien était utilisé, tout comme celui du Qatar et d'autres pays. Leurs avions y passaient, puis ils ravitaillaient les avions de chasse israéliens en carburant. En aidant les États-Unis, ils aidaient donc aussi de fait la machine israélienne. Ce n'est donc pas comme si les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis et les Koweïtiens aidaient seulement les États-Unis ou les Jordaniens. Ils aidaient les Israéliens aussi bien pendant la guerre de 12 jours, parce que les avions de chasse israéliens ont besoin des avions ravitailleurs américains, que pendant la guerre de 40 jours. Et donc, vous savez, ils participent à l'agression contre le peuple iranien depuis plusieurs années.
les Saoudiens en particulier, la Jordanie en particulier, mais the Alf Thrainio. L'Arabie saoudite poursuit la guerre contre le Yémen, à l'intérieur du Yémen. Et la nuit dernière, nous avons appris qu'au moins 4 ou 5 de ses commandants, des brigadiers, des généraux au Yémen, ont été frappés par des drones et des missiles des Houthis dans Sarala. Je parle bien sûr des forces pro-saoudiennes ou saoudiennes au Yémen, qui combattent en Sarala. Rappelez-vous, juste pour clarifier. Remember, just to clarify, the Yemen is the capital. La capitale du Yémen, c'est Sanaa. Elle est contrôlée par Ansar Allah et ses alliés. Le gouvernement du Yémen, c'est le gouvernement qui se trouve à Sanaa. Pendant bien plus d'une décennie, les Saoudiens, les Émiratis, l'Occident, ces régimes du Golfe Persique, l'Égypte, la Turquie, tout le monde a travaillé ensemble et a aidé les Saoudiens et les Émiratis à déloger Ansar Allah et ses alliés de Sanaa. Mais ils ont échoué. Pourquoi? Parce que le peuple soutient Ansar Allah. Et donc, vous savez, tout l'Occident et ses relais régionaux travaillaient ensemble pour affaiblir Ansar Allah. Et ils ont mené une guerre génocidaire, comme à Gaza. Ils ont affamé la population. Ils ont massacré. Ils ont bombardé des écoles, des hôpitaux. Ils ont bombardé des mariages, des bus scolaires et des funérailles. Ils ont fait tout ce que nous voyons à Gaza. Sauf que cela ne s'est pas fait dans le silence. Le soutien international, le soutien régional que nous avons vu grandir après Gaza, nous ne l'avons pas vu pour le Yémen. Il n'y a eu que l'Iran pour soutenir le peuple yéménite, ainsi que, vous savez, de nombreuses personnes en Occident qui manifestaient et tentaient de faire pression sur les États-Unis pour qu'ils changent leur politique. Mais il n'y avait aucune sympathie. Malgré tout cela, quand Gaza était sous les attaques, c'est le Yémen, c'est Ansarullah qui s'est levé pour Gaza. Pas les Saoudiens, pas les Émiratis, pas la Turquie, pas l'Égypte, pas la Jordanie, aucun de ces pays. Et c'est pour cela que les États-Unis les ont attaqués. Donc le gouvernement du Yémen, le véritable gouvernement du Yémen, c'est le gouvernement de Sanaa, c'est-à-dire Ansarullah, ce que l'Occident aime appeler les Houthis. Mais ce ne sont pas vraiment les Houthis. C'est bien plus large qu'une tribu. C'est la vaste majorité du peuple yéménite. 80% de la population du Yémen vit dans les territoires contrôlés par le gouvernement de Sanaa. Donc vous avez tout à fait raison. Ces derniers jours, les Saoudiens ont utilisé leurs mercenaires, car ce sont bien des mercenaires, pour attaquer Ansar Allah. Mais ils ont échoué. Ansar Allah les a durement frappés sur tous les fronts. Et encore une fois, même si les Saoudiens parlent du gouvernement légitime au Yémen, le gouvernement qui a été soutenu par le Conseil de sécurité de l'ONU ne l'a été qu'en raison de la richesse saoudienne et de la richesse émiratie. Sinon, ce n'est pas le gouvernement légitime. C'est seulement un gouvernement sur le papier. Le véritable gouvernement, c'est celui qui se trouve à Sanaa, la capitale. Et ces derniers jours, il a fait un très bon travail pour défendre le pays contre les Saoudiens et leurs mercenaires. Nous avons parlé de la situation avec l'Arabie saoudite. Je ne crois pas que les États-Unis attaqueraient le Yémen, même à cette époque-là, simplement parce qu'ils en ont envie. Il faut que l'Arabie saoudite les paye. Cela signifie que l'Arabie saoudite paye tout le monde pour attaquer le Yémen. Que cherchent-ils? Que veulent-ils? Voyez-vous une quelconque prise de conscience en Arabie saoudite par rapport à ce qui se passe? Hier, nous avons appris qu'un autre pétrolier saoudien avait été touché à Bab el-Mandeb et ils font pression sur l'Arabie saoudite avec le blocus. Ils savent à quel point son économie est fragile, l'économie saoudienne. Et le Yémen, je dirais que depuis plus de 12 ans, ils n'ont plus rien à perdre. Ils veulent se battre jusqu'au bout. Mais l'Arabie saoudite ne semble pas le comprendre. Eh bien, ce que veut le Yémen, c'est qu'après que les Saoudiens ont perdu la guerre génocidaire
contre le Yémen. Et là encore, les Saoudiens ont fait comme le régime israélien. Avec l'aide des Américains et d'autres, ils ont affamé les gens. Ils ont affamé la population. Ils ont imposé un blocus en mer Rouge pour empêcher l'entrée de nourriture. Ils voulaient affamer les gens. C'était l'objectif comme à Gaza. Et ils l'ont fait. Beaucoup de gens sont morts de maladie, de faim, et ainsi de suite. C'est l'un des crimes oubliés, l'un des grands crimes de notre époque. En chiffres, ils disent que ça se compte par centaines de milliers. L'Arabie saoudite n'a donc jamais levé le blocus, même après le cessez-le-feu. Le Yémen a finalement forcé l'Arabie saoudite à accepter le cessez-le-feu lorsqu'il a commencé à cibler des installations saoudiennes, il y a quelques années. Mais depuis, les Saoudiens ont imposé un blocus, et ils empêchent les femmes, parce qu'ils essayent réellement d'affamer le pays. Et bien sûr, ils ont aussi le soutien d'autres pays. L'argent parle. Alors le Yémen, après que les Saoudiens ont bombardé l'aéroport de Sanaa au moment où une délégation revenait d'Iran, a dit « ça suffit ». Et ils ont commencé à riposter en imposant leur propre siège à l'Arabie saoudite pour mettre fin au siège du Yémen. Donc, le siège de l'Arabie saoudite que nous voyons actuellement être mis en œuvre vise à contraindre l'Arabie saoudite à lever le siège imposé au peuple yéménite. Vous savez, les gens ne parlent que de ce que le Yémen fait à l'Arabie saoudite. Mais c'est une réaction à ce que l'Arabie saoudite a fait. Et le régime saoudien a commencé cet épisode en bombardant l'aéroport international, puis le port d'Al-Hodeïda. Le Yémen s'affirme. Il est puissant, il est prêt. Et il est bien moins vulnérable que les Saoudiens, parce que les Saoudiens ont tellement plus à perdre. Toutes ces raffineries, toutes ces usines pétrochimiques et ces installations d'exportation de pétrole, si elles sont détruites, alors l'Arabie saoudite tombe. Et le Yémen a montré ses capacités ces derniers jours. Mais le régime saoudien, au lieu de chercher à résoudre le problème, dans son arrogance, continue la guerre. Je parle de la guerre génocidaire au Yémen qui dure depuis des années. Les Saoudiens y ont dépensé des centaines de milliards de dollars. Et quand on ajoute à cela les méga-projets comme The Line et autres, qui ont représenté d'énormes gaspillages d'argent et un excellent moyen de détourner des milliards de dollars de fonds publics, les Saoudiens ne sont plus dans une très bonne situation financière. Et donc, ce siège dans le Golfe Persique et le siège en mer Rouge contre les navires saoudiens, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Saoudiens. Ils n'ont plus le genre de richesse qu'ils avaient autrefois. Et bien sûr, c'est un pays qui dépense des sommes énormes. Alors ils commencent à essayer de rapatrier leurs richesses depuis le marché boursier américain, le marché obligataire, les banques occidentales. L'argent doit donc retourner en Arabie saoudite, tant que les Américains l'autorisent, évidemment. Il en va de même pour les autres pays du Golfe Persique, et l'Arabie saoudite est particulièrement vulnérable. Mais vous savez, il y a une chose que je dois souligner, parce que vous y avez fait allusion. Les Saoudiens financent aussi l'attaque américaine contre l'Iran. Vous disiez qu'ils payent pour... Vous savez, ils paient pour... Ils ne se contentent pas de fournir aux États-Unis des bases aériennes et le droit de survoler le territoire iranien pour ravitailler des avions israéliens ou américains, ou de survoler leur propre territoire pour bombarder l'Iran ou tirer des missiles. Non, les Saoudiens, les Émiratis, les Koweïtiens et le Qatar, je ne sais pas pour Bahreïn, mais c'est probablement la même chose, payent tous les coûts américains dans leur pays. Vous savez, ce n'est pas comme si les États-Unis disaient « je veux une base ici », puis payaient un loyer. Les États-Unis ne paient rien, mais tous les coûts de ces bases sont aussi pris en charge par les pays hôtes. Et en temps de guerre, les coûts augmentent. Et l'Iran a des informations selon lesquelles le Qatar avait du mal à financer la guerre. Pendant ces 40 jours, les dépenses étaient si élevées
qu'ils n'avaient pas assez de liquidités disponibles pour tout payer facilement. Donc l'Arabie saoudite et les Émirats ne se contentaient pas de fournir, ne se contentaient pas d'aider les États-Unis. Ils finançaient la guerre contre l'Iran. Et bien sûr, c'est ce qu'ils font maintenant. Les coûts des États-Unis dans leur pays sont pris en charge. Bon, les États-Unis dépensent beaucoup d'argent de toute façon, mais une grande partie du fardeau repose sur les épaules de ces dictatures familiales de la région du Golfe Persique. Je suis sûr que ce n'est pas le cas pour la Jordanie, parce que la Jordanie est un cas désespéré. Hier, nous avons appris que le général Kahani, le chef de la branche Quds des gardiens de la Révolution, s'est rendu en Irak. Cela a été rapporté, bien sûr, par Al Arabiya, un média saoudien. C'est ce qu'ils ont rapporté. Et en supposant que ce soit vrai, quel est actuellement le rapport de force en Irak? Parce qu'ils voulaient répondre à une attaque saoudo-américaine sur leur sol. Ce qui signifie ensuite qu'ils essayent de discuter avec les FMP et ses forces pour qu'elles n'attaquent pas l'Arabie saoudite. Et je ne sais pas, je supposais hier que si c'est exact, si le général Kahani est en Irak, peut-être qu'ils essayent d'obtenir l'aide de l'Iran et du général Kahani pour parler à ces gens, afin qu'ils n'attaquent pas l'Arabie saoudite. Qu'en est-il? Eh bien, si Al Arabiya l'a dit et que personne d'autre ne l'a confirmé, je ne considère pas que ce soit forcément vrai, parce qu'Al Arabiya est très malhonnête. Je veux dire, Al Arabiya, Sky News Arabia et ces médias-là sont totalement malhonnêtes. Al Jazeera est corrompue. Même si elle est très hostile envers l'Iran et la résistance, et qu'elle n'est pas une amie du peuple palestinien, je veux dire, au final, ils sont avec les Américains. Il y a quand même de bonnes personnes à Al Jazeera. Mais elle est contrôlée. Et si les Américains leur disaient de fermer, je ne doute pas une seconde qu'ils fermeraient en 24 heures ou moins. Mais Al Jazeera, quand ils disent quelque chose, il y a davantage de chances que ce soit vrai, même s'ils y mettront leur propre angle et leur propre interprétation. Mais même Al Jazeera est assez trompeuse. Donc je ne sais pas s'il y est allé. Je ne peux pas vraiment en dire grand-chose. Mais les relations entre l'Iran et l'Irak sont très bonnes. Je veux dire, le seul levier que les États-Unis ont sur l'Irak, et il est énorme, c'est un peu comme avec le Venezuela. Le pétrole irakien va aux États-Unis à cause de la stupidité de Saddam Hussein lors de sa brutale invasion du Koweït, de son invasion insensée du Koweït, puis de la défaite des Irakiens. Et vous savez, je lisais justement certains de ces comptes pro-saoudiens. Je ne veux pas dire lesquels. Ils disaient, en gros, que l'Iran avait soutenu les États-Unis en Irak et lors de l'invasion de l'Irak, ce qui n'est pas vrai. L'Iran a été le seul pays à ne pas s'impliquer. L'Iran était neutre. Et en réalité, c'était les Saoudiens qui finançaient ces récits, ces personnes qui portent ces accusations contre l'Iran depuis des pays voisins. Les Saoudiens, les forces américaines, étaient basées pour l'essentiel en Arabie saoudite. Et à l'époque, les Saoudiens les finançaient aussi. L'Arabie saoudite a payé une somme énorme pour les forces américaines au Koweït. Puis, lors de l'invasion de 2003, plus de 10 ans après la défaite de Saddam au Koweït, les troupes américaines étaient de nouveau basées en Arabie saoudite. Erdogan soutenait la position américaine, mais le Parlement turc a refusé. Ils s'y sont opposés, de peu. L'Iran était opposé à la guerre de 2003. L'Iran n'a pas autorisé les États-Unis à passer. Et en réalité, de petite manière, l'Iran a aidé l'Irak de Saddam Hussein, ce monstre brutal qui a tué tant d'Iraniens et utilisé des armes chimiques contre eux. Mais, d'une certaine façon, l'Iran a aidé l'Irak. C'est pour cela que l'Irak a envoyé beaucoup de ses avions en Iran, pour qu'ils ne soient pas détruits. Ils ne les ont pas envoyés en Arabie saoudite. Ils ne les ont pas envoyés en Jordanie. Ils ne les ont pas envoyés en Turquie.
They didn't send them to Jordan. They didn't send them to Turkey. Saddam Hussein sent those planes to Iran. Saddam Hussein a envoyé ses avions en Iran, des avions de ligne et des appareils militaires, pour éviter qu'ils ne soient détruits. Donc vous savez, ce sont des mythes que répandent certains, ces takfiristes et les gens à la solde de l'Arabie saoudite et d'autres pays riches en pétrole et en gaz. Mais l'Iran n'a jamais soutenu les États-Unis en Irak, dans aucune des deux guerres. En fait, Trump accuse l'Iran de tout ce qui est arrivé aux États-Unis en Irak. C'est vraiment extraordinaire de voir l'Iran accusé des deux choses à la fois, d'être des deux côtés en même temps. Mais quoi qu'il en soit, les Iraniens se sont opposés aux États-Unis. Mais quand les États-Unis ont pris l'Irak, les Iraniens ont envoyé leurs alliés dans le pays pour l'infiltrer, pour en prendre le contrôle, et au fond, pour tenter de saper les États-Unis de différentes manières, en étant au gouvernement, dans l'opposition, ou par l'intermédiaire de groupes militaires sur le terrain. Les Iraniens ont donc œuvré à saper les États-Unis. Et l'une des raisons pour lesquelles l'Empire est si faible, c'est ce que l'Iran a fait en Irak, ce que l'Iran a fait en Afghanistan. L'Iran a soutenu les talibans pour saper l'occupation américaine. Et je l'ai déjà dit dans votre émission, tout comme en Syrie, les takfiristes ont propagé ce récit selon lequel le soutien de l'Iran au gouvernement syrien était sectaire, ce qui était totalement absurde. L'Iran s'opposait au plan mené par les États-Unis et Israël pour déstabiliser la Syrie, un plan auquel des pays de la région ont participé et qui a utilisé le sectarisme pour cacher la vérité derrière cette sale guerre. Mais l'Iran résistait à l'Empire en Syrie. L'Iran faisait la même chose en Afghanistan. Mais l'Iran soutenait les talibans, pas la première génération des talibans, qui, vous savez, a massacré des gens et assassiné des Iraniens. Mais après le 11 septembre et l'occupation américaine de l'Afghanistan, une nouvelle génération de dirigeants talibans a émergé, et elle était différente. Nous avons toujours de profondes divergences sur des sujets comme les femmes, l'éducation des femmes, l'éducation des filles, les écoles, les universités, et tout cela. Mais l'Iran a vu que l'occupation américaine était la pire chose possible pour l'Afghanistan et pour la région. Alors l'Iran a commencé à coopérer avec les talibans et à les aider à saper les États-Unis. Et seul l'Iran soutenait cela. Et bien sûr, en Afghanistan, c'était exactement l'inverse de la Syrie. En Afghanistan, certains chiites et tadjiks, des persanophones et des ouzbeks, reprochaient à l'Iran et attaquaient l'Iran parce qu'ils soutenaient les talibans. Pour l'Iran, la priorité en Afghanistan, en Syrie, en Irak et partout ailleurs, c'est de chasser l'Empire, parce que c'est le pire scénario possible pour la région. Donc l'Iran va, vous savez, tolérer les insultes des takfiristes en Syrie, ainsi que de certains chiites, des persanophones et des ouzbeks en Afghanistan. Mais il considère que la priorité absolue, c'est cette sinistre occupation américaine, à laquelle il faut s'attaquer, et ils y sont parvenus. Donc cette guerre, vous savez, si l'on met tout cela ensemble, la défaite des États-Unis face à la République islamique d'Iran est en cours depuis le début de l'occupation, depuis l'occupation de l'Afghanistan et de l'Irak. Mais je m'égare, je n'ai pas répondu correctement à votre question. Mais je pense que c'est important, parce que tout le concept de la présence de bases américaines en Asie occidentale repose sur l'idée que l'Iran propage l'instabilité dans la région. L'Iran serait l'ennemi, alors que l'histoire montre tout le contraire. Prenez la guerre, par exemple. Saddam Hussein voulait que l'Iran coopère avec lui contre le Koweït. Il voulait que il disait « Nous allons être avec vous », et ils ont envoyé une lettre aux Iraniens. Les Irakiens ont envoyé une lettre sous Saddam Hussein. Ils voulaient que l'Iran les aide, pas seulement pour le Koweït. Ils voulaient l'Arabie saoudite. Ils voulaient tous ces territoires réunis. Et l'Iran n'a pas coopéré avec lui, vous savez, malgré tout cela.
Mais au final, vous voyez, tout est dirigé contre l'Iran dès qu'il est question de la région. Les éléments de langage, ou vous savez, la rhétorique, la propagande, tout est contre l'Iran. Je veux dire, les Américains voulaient que l'Iran travaille avec eux pendant l'occupation du Koweït, alors même que l'Iran avait condamné cette occupation. Mais l'Iran a refusé. Et à l'époque, l'Iran aurait pu obtenir d'énormes concessions en retour. Les Américains ne savaient pas que ce serait une promenade de santé. Ils pensaient que ce serait une guerre très difficile. Et puis, bien sûr, lors de l'invasion de l'Irak, l'Iran aurait pu prendre des parties du territoire irakien et dire « c'est une compensation pour la guerre ». L'Iran n'a jamais rien fait de ce genre. À l'heure où nous parlons, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, parce que les États-Unis ont endommagé les centrales électriques iraniennes et les champs gaziers iraniens. Mais jusqu'avant la guerre, l'Iran fournissait à l'Irak de l'électricité et du gaz naturel. Je ne sais pas si nous le faisons encore. Et les Irakiens ne payaient pas, parce que le pétrole irakien, l'argent de leur pétrole, est dans des banques américaines. Donc les États-Unis, je n'ai pas répondu à la question. C'est là que les États-Unis ont une mainmise sur l'Irak. Ils contrôlent l'argent de l'Irak. Le gouvernement irakien est donc littéralement tenu à la gorge par les Américains. Et si le gouvernement irakien ne se conforme pas à certaines exigences des États-Unis, les États-Unis étranglent le pays. Ils empêchent l'argent du pétrole irakien d'arriver en Irak. Vous savez, quand Adel Abdul Mahdi, le docteur Adel Abdul Mahdi, était Premier ministre de l'Irak, il a fait quelque chose de très important pour l'indépendance irakienne. Il a conclu un accord majeur avec les Chinois. Les Chinois recevraient du pétrole irakien et construiraient des infrastructures dans le pays. Donc, l'argent qu'ils n'ont pas payé aux banques américaines. Et qu'ont fait les États-Unis? Ils ont renversé Adel Abdel Mahdi. Ils ont renversé le Premier ministre parce qu'ils ont vu qu'il sapait l'emprise américaine sur l'Irak. Aujourd'hui, le problème de l'Irak, enfin le peuple irakien, est avec la résistance. Il est avec les Palestiniens. On l'a vu lors des funérailles du martyr, l'Ayatollah Raisi, en Irak. Des millions de personnes y ont participé, par une chaleur de près de 50 degrés, n'est-ce pas? Des millions. Même l'Occident ne pouvait plus le nier, comme pour les funérailles à Téhéran. Pour la première fois, ils n'ont pas pu nier ces chiffres. Mais les Américains ont étranglé le gouvernement. Ils ont menacé le Premier ministre. Nous vous affamerons si vous faites ceci ou cela. Et donc, vous savez, en Irak, les cœurs et les esprits sont du côté des Iraniens, de la résistance des Palestiniens. Mais les Américains tiennent le gouvernement à la gorge. Je veux dire, lors des élections en Irak, les alliés de l'Iran, les amis de l'Iran, ont remporté les élections. Une forte majorité au Parlement irakien est alliée de l'Iran, est amie de l'Iran. Mais les États-Unis les tiennent à la gorge. C'est comme ça que fonctionne ce qu'on appelle. Je veux dire, je ne pense pas que quiconque croit encore au monde libre ou au monde civilisé, à toutes ces choses qu'il disait autrefois sur l'Occident et les États-Unis. Mais vous savez, c'est comme ça que ça marche. La démocratie en Irak, c'est quelque chose que les Américains ne toléreraient jamais. Hier, Donald Trump a dit que ce détroit était ouvert et que tout allait bien. Et aujourd'hui, nous avons appris que les prix du pétrole avaient grimpé de plus de 2%, à leur plus haut niveau depuis plus d'une semaine. Alors que les espoirs d'un accord entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d'Ormuz se sont affaiblis, comme nous en parlions. Le pétrole brut Brent est monté autour de 89,73 $ le baril. C'est First Strings vaut au-dessus 31 juillet. Et a barrel. This is the highest since July 31st. And
Donald Trump a aussi affirmé hier que ce détroit était miné. Et qui s'en occupe? Ces mines sont-elles encore là? Qui est chargé de les enlever de ce détroit? Parce que Donald Trump a dit qu'elles avaient été retirées. Qui sait? Je veux dire, Trump, rien de ce qu'il dit ne peut être pris au sérieux, quel que soit le sujet. Le fait est que très peu de pétrole passe. Je pense que, certains jours, quelques millions de barils tout au plus réussissent à passer. Au maximum, peut-être 4 ou 5 millions de barils. Parfois bien moins, selon les frappes iraniennes contre les pétroliers, qui, comme nous le savons, enfreignent les règles imposées par la marine iranienne aux navires citernes dans le golfe Persique. Ils doivent tous emprunter le corridor nord, celui qui longe l'Iran. Donc très peu de choses passent. Et bien sûr, il ne s'agit là que des pétroliers. Beaucoup moins de navires citernes entrent dans le golfe Persique. Et d'autres marchandises ne quittent pas le golfe Persique. La pénurie de GNL, la pénurie d'hélium, la pénurie de soufre et la pénurie de toutes sortes d'autres produits s'aggravent de jour en jour dans le monde entier. Ça ne peut pas durer éternellement, parce qu'au bout du compte, le monde dispose de réserves. Mais ces réserves, pour tous ces produits, s'épuisent. Les États-Unis peuvent manipuler les marchés, mais ils ne peuvent pas le faire indéfiniment. Donc avec la crise des engrais, nous allons connaître d'énormes pénuries et d'énormes hausses du prix des denrées alimentaires l'année prochaine et probablement aussi l'année suivante. La pénurie les États-Unis manipulent le prix du pétrole, mais il y aura des pénuries. Et concernant les carburants raffinés, il y a déjà des pénuries, parce que les raffineries n'exportent pas dans le golfe Persique, mais aussi à cause de ce qui se passe en Russie et du fait que les Chinois n'utilisent plus leur capacité d'exportation depuis un certain temps. Donc la situation économique mondiale va se dégrader de plus en plus. Et Trump peut répéter autant qu'il veut que le détroit est ouvert. Mais si c'était vraiment le cas, il pourrait simplement, il n'aurait pas besoin de le dire tous les jours. Quand tous les jours, il doit affirmer que nous contrôlons le détroit d'Ormuz, que tout va bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que les choses ne se passent pas bien. Si je vous dis tous les jours, « Oh non, ça va, je suis en bonne santé, ne vous inquiétez pas », tous les jours sans exception, ça signifie probablement que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas soutenable pour l'économie mondiale. Mais bon, nous avons déjà abordé cette discussion de nombreuses fois. Votre public le sait. Mais avec la situation au Japon, dont nous avons déjà parlé, ça va finir par exploser. Cela affectera le marché obligataire aux États-Unis, sans aucun doute. Et en même temps, comme les Japonais vont probablement être contraints de retirer de l'argent du marché obligataire, les Chinois vont probablement continuer à en retirer eux aussi. Ensuite, il faut regarder les Saoudiens, les Émiratis, les Koweïtiens et les Qataris. Ils ont de l'argent dans les banques américaines. Ils ont de l'argent en bourse. Ils ont de l'argent sur le marché obligataire. Mais ils ne gagnent pas beaucoup d'argent en ce moment. Et ce sont des sociétés de consommation. Elles consomment énormément d'argent. Donc, ils commencent à retirer leurs actifs. Et je ne sais pas si, à un certain moment, les Américains les autoriseront à faire ça. Mais Trump espérait prendre des milliers de milliards de dollars, pressurer davantage ces pays et prendre des milliers de milliards pour l'intelligence artificielle. Mais maintenant, les vaches n'ont plus de lait. Et donc, une grande partie de l'argent qu'ils ont aux États-Unis devra être retiré et dépensé dans ces régimes s'ils veulent pouvoir se maintenir. Et comme je l'ai dit, la situation en Arabie Saoudite, qui est de loin la plus importante, n'est pas bonne. Ils n'ont pas le niveau de richesse qu'ils auraient pu avoir à cause des politiques insensées qu'ils ont menées au cours de la dernière décennie.
over the last decade. The More foreign than ministry, yeah. The foreign ministry of Qatar reported that Le ministère qatari des Affaires étrangères a indiqué que les négociations entre l'Iran et l'Amérique avaient atteint un stade avancé. Il a ajouté avoir reçu des retours positifs des deux parties, des Iraniens comme des Américains. Que sait-on de ces négociations? Après tout, le mécanisme devrait être défini. Peu importe. Nous avons appris du ministère iranien des Affaires étrangères que cela n'avait pas d'importance. L'ouverture du détroit d'Ormuz, c'est autre chose. Mais il s'agit de définir un nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz. Il parlait, semble-t-il, de nouveaux itinéraires à définir par des équipes techniques en Iran et en Amérique. Que sait-on des négociations entre les deux parties? What do we know about the negotiations between the two sides? The negotiations have been over for Les négociations sont terminées depuis un bon moment. La déclaration qatari ne signifie rien. Les négociations sont finies. Il n'y a pas, à ma connaissance, ils peuvent signer l'accord à n'importe quel moment, quand ils le souhaitent. Mais je ne pense pas que l'Iran ait intérêt à le faire en ce moment, à cause du siège américain, et parce que les États-Unis ne veulent pas tenir leurs promesses. Même si Trump a signé le protocole d'accord, les États-Unis se rendent disposés de leurs obligations. Et comme je l'ai dit auparavant, la signature de Trump ne vaut rien. Il l'a montré en violant le protocole d'accord. Et si vous l'avez remarqué, et je suis sûr que oui, les médias occidentaux, les sénateurs occidentaux, les sénateurs américains, les membres du Congrès, hommes et femmes, les responsables politiques européens et les médias européens, aucun d'entre eux ne dit que Trump devrait respecter le protocole d'accord. Il l'a signé. Non, personne ne le dit. Le New York Times ne le dit pas. Pourquoi? Parce que pour eux, violer ses engagements, ce n'est pas grave. L'Occident collectif, et vous savez que quand je dis Occident collectif, je parle des régimes. L'Occident collectif se croit supérieur. Ils pensent que s'ils signent quelque chose, surtout les États-Unis, ils ne sont pas obligés de le respecter. Ils se placent au-dessus de la loi. Ils ont des privilèges particuliers. Donc la signature de Trump, enfin la signature de tous les présidents américains, n'a jamais voulu dire grand-chose. Mais celle de Trump, en particulier, ne vaut rien. Alors les États-Unis violent un accord, le déchirent. Personne en Occident ne dit « Pourquoi violez-vous cet accord ?» Personne, démocrate ou républicain. Ils peuvent lui être hostiles parce qu'il a déclenché la guerre et qu'il a échoué. S'il avait réussi, ils l'auraient soutenu. Mais comme il a échoué et qu'ils le détestent, ils s'en servent pour l'attaquer. Mais ce n'est pas parce qu'ils se soucient des 168 enfants de Minam. Ce n'est pas parce qu'ils se soucient des adolescentes, des filles qui jouent au volleyball dans le stade sportif. Non, ils s'en fichent. Aucun d'entre eux ne s'en soucie. Les députés européens, vous ne voyez aucun Parlement européen publier des déclarations pour condamner ces actes ou exiger que les États-Unis respectent leurs engagements. Non, ça n'arrive pas. Donc les Iraniens. Mais en tout cas, tant que les États-Unis ne respecteront pas leurs engagements dans le protocole d'accord, le détroit d'Ormuz ne sera pas ouvert. Tant qu'il n'y aura aucun mouvement en ce sens pour lever le siège, pour avancer vers la mise en œuvre du protocole d'accord, il n'y a donc aucune raison, ou très peu de raisons, pour que l'Iran et Oman signent l'accord. Donc, c'est déjà prêt. Peut-être qu'ils le signeront dans les prochains jours, mais il n'y a pas d'urgence. L'accord, en substance, a déjà été conclu. Il n'y a plus de divergence entre les deux parties. L'Iran percevra des frais et l'Iran assurera la supervision des itinéraires, ainsi que de l'évolution du mouvement des navires, qui passera de 2 corridors à un seul. Quoi qu'il en soit, pendant toute cette période, durant la première phase comme la deuxième, l'Iran supervisera tous les navires entrant dans le golfe Persique ou en sortant. And there is a report on Wall Street Journal
Un article du Wall Street Journal indique qu'avant le début de la guerre, les expéditions de pétrole brut par voie maritime s'élevaient à environ 20 millions de barils par jour. Puis cela a diminué. Le mois dernier, c'était environ 8 millions et demi. Et aujourd'hui, c'est 2 200 000 barils par jour. Et l'article conclut que les producteurs d'énergie du Golfe Persique s'attendent de plus en plus à ce que le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz devienne une réalité durable. Pensez-vous que lorsque le Wall Street Journal évoque cela, il semble que ces pays du CCG le communiquent aux États-Unis? Ils y seraient prêts parce qu'ils subissent une pression énorme, professeur Marandi, à cause de cette incursion, à cause de ce qui se passe à Bab el-Mandeb. Et comment cela va-t-il? Pensez-vous que les États-Unis prendraient en compte la pression qu'ils ressentent? Car au fond, d'après cet article, ils disent « D'accord, nous allons en payer le prix. Nous allons accepter le nouveau mécanisme dans le détroit d'Ormuz. » Eh bien, pour l'instant, nous ne voyons aucun changement dans la politique américaine. Et nous ne voyons pas, nous voyons Trump, vous savez, son arrogance et sa stupidité s'étaler chaque jour sur Truth Social. Depuis 47 ans, les États-Unis, depuis 1953, en réalité, font du tort au peuple iranien, tuent des Iraniens. Là encore, je reviens au livre, Going to Tehran. S'ils le lisent, ils le verront clairement. Les États-Unis ont créé Daesh. Les États-Unis ont créé Al-Qaïda. Les États-Unis ont soutenu Saddam Hussein. Les États-Unis ont créé le chaos en Afghanistan. Vous savez, il y a aussi l'invasion du Liban, le rôle qu'ont joué les États-Unis. Même Reagan a qualifié de Holocauste ce que les Israéliens, le régime israélien, ont fait au Liban. Mais les États-Unis y ont ensuite envoyé leurs troupes et de fait ont occupé le pays aux côtés des Israéliens. Je veux dire, la présence américaine dans notre région a toujours été sombre et oppressive. Et dans le cas de l'Iran, ils sont responsables de la mort de, vous savez, dans la guerre de Saddam, tout compris, probablement 200 000 personnes. Donc quand Trump, dans son ignorance ou dans son arrogance, essaie de rejeter sur l'Iran la responsabilité de l'histoire des relations entre les États-Unis et l'Iran, la réalité, c'est l'inverse. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, nous ne voyons aucun signe indiquant que les États-Unis prennent une décision allant dans la bonne direction. L'Iran n'a donc aucune raison de modifier sa politique. Et comme je l'ai dit, les États-Unis ont préparé leurs forces dans notre région à une attaque contre l'Iran. Maintenant, on ne sait pas s'ils vont la lancer, mais ils sont prêts. Et ces derniers jours, ces dernières semaines, il est devenu de plus en plus clair qu'ils se préparent à quelque chose, à une opération d'envergure. Mais vont-ils réellement la mener ou non? Évidemment, cela reste incertain. Donc vous avez raison. Je veux dire, les pénuries sont... Et vous savez, le problème, et nous en avons déjà parlé, ce n'est pas seulement le pétrole. Ils essayent désespérément de faire sortir du pétrole du Golfe Persique et de la mer Rouge, parce que c'est la crise à court terme. Mais la crise à long terme, ce sont tous les autres produits qui ne sont pas prioritaires. Donc, rien ne passe, vous savez, comme l'hélium et le gaz naturel liquéfié. Les pénuries dans tous les domaines ne vont donc faire qu'augmenter de jour en jour. Et puis il y a la bulle de l'IA, et comme je l'ai dit, il y a le Japon. À mesure que les prix du pétrole augmentent, cela va exercer davantage de pression sur l'économie japonaise ou sur l'économie mondiale, mais surtout sur l'économie japonaise, à cause de la quantité d'argent qu'ils ont aux États-Unis. Toutes ces crises pourraient soudainement, vous savez, provoquer une énorme explosion, même sans que les États-Unis relancent la guerre. S'ils relancent la guerre ouverte, alors vous savez, ce sera bien pire. Oui.
Avant de conclure, chaque fois qu'il parle de l'assassinat de Donald Trump, il y a de nouvelles images, je ne sais pas si vous les avez vues, elles sont sorties hier. Elles montrent Donald Trump sur le chemin du retour de Turquie vers les États-Unis. On le voit caché dans un chariot de nourriture et de boissons, passant secrètement d'Air Force One à un autre avion, parce qu'il y avait une sorte d'information selon laquelle l'Iran voulait assassiner Donald Trump. Oui, et ça montre à quel point c'est un lâche. Il était prêt à sacrifier tous les journalistes dans l'avion, tous les membres du personnel, les pilotes, tout le monde. Ils n'ont même pas fait descendre les journalistes de l'avion. Ils les ont laissés dans cet avion. Alors, dans une interview, il a dit « S'il m'avait abattu, vous seriez parti avec moi. » Non, en fait, parce qu'il l'a dit depuis un autre avion. Mais les journalistes, à l'époque, ne savaient pas qu'il n'était pas dans l'avion avec eux lorsqu'ils ont quitté la Turquie. Donc, en réalité, si l'avion avait été abattu ou s'il était arrivé quelque chose à l'avion, tous ces journalistes seraient morts. Je veux dire, supposons que cette menace ait été réelle, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, il disait que vous mourriez avec lui. Non, lui aurait survécu, mais tous les journalistes seraient morts. Donc, il ne se souciait pas des journalistes. Il ne se souciait pas de ces gens qui étaient dans l'avion. Et s'ils avaient su qu'il avait été débarqué de l'avion, secrètement, vous pensez que ces journalistes seraient restés dans l'avion? Je ne pense pas. Merci. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup de me recevoir. C'est toujours un grand plaisir, Nima. Merci. Thank you.